Tenayo, Congo, Togo, Gabon, Nigeria, Soudan, Liberia, Burundi, Uganda, Nangadef, Sénégal, Mali, Guinée, Burkina Faso, Rwanda, Benin, Zambia. Asante sana Kenya, Tanzania, Zambia, Botswana, Zimbabwe, Somalia, Mozambique, Namibia. Tope sana maboko Afrika, Elongo nabamoka nyonso Afrika, Toli ngana ya solo Afrika, Obamboka na biso ekende liboso Afrika, Mibaramo, Centrafrique, Niger, Egypte, Tunisie, Swaziland, Angola, Sao Tome, Principe, Lesotho, Akwaba, Ghana, Ethiopia, Morocco, Djibouti, Cameroun, Malawi, South Africa, Mauritanie, Érythrée, Libya, Comores, Cabo Verde, Côte d'Ivoire, Madagascar, île Maurice, Africa nyonso lisanga. Tope sana maboko Afrika, Elongo nabamoka nyonso Afrika, Toli ngana ya solo Afrika, Kobamboka na biso ekende liboso Afrika, Osimbana maboko Afrika, Pokimia ezala na mitema na biso Afrika, Tope sana maboko Afrika, Elongo nabamoka nyonso Kinshasa, Dakar, and Accra, Addis Ababa, Kampala, and Asmara, Bamako, Maputo, Ouagadougou, Bonjour à tous et bonjour à tous nos auditeurs. Au micro, c'est Prince Djungu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un acteur clé de la société civile congolaise, le coordonnateur national du mouvement citoyen Filimbi, Mino Bopomi, que nous avons déjà reçu plus d'une fois dans nos studios. Comme vous le savez, Filimbi s'est imposé, notamment sous l'ère du président Joseph Kabila, comme une voix forte de la contestation citoyenne, une voix forte engagée pour la démocratie et l'alternance. Mais aujourd'hui, certaines critiques émergent. On voit un peu à travers certaines réactions, les gens se posaient des questions. Est-ce que le mouvement serait-il devenu plus discret? Les mouvements Filimbi serait-il devenu moins incisif, voire complaisant envers le pouvoir actuel dirigé par Félix Tshisekedi? Ce sont les interrogations. Par ailleurs, l'actualité politique congolaise est marquée par un débat sensible, un débat qui revient d'ailleurs, qui est la possible révision ou changement de la Constitution. Certains ténors de la majorité présidentielle l'ont clairement évoqué, notamment Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS. Le mouvement Filimbi s'y oppose fermement et on voudrait savoir pourquoi, avec quelle perspective. Et ce sont des questions que nous allons tenter d'explorer, de discuter avec notre invité. Monsieur Mino Bopomi, bonjour. Un petit moment pour Mino Bopomi qui est en train de se connecter. Ça va arriver dans quelques instants, Prince. Donc tu étais en train de dire que tu allais recevoir Mino. Il est là, Mino. Mino Bopomi, le coordonnateur national du mouvement citoyen Filimbi. Monsieur Mino Bopomi, Loapanenga, bonjour. Bonjour, cher Prince, bonjour, Pat. Alors, bonjour. Comment se porte le mouvement citoyen Filimbi aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, 11 ans après la création du mouvement citoyen Filimbi, je pense que Filimbi a relevé un défi, c'est lui de continuer de grandir dans les temps, de grandir aussi sur la qualité de ses militants, en investissant dans la formation, parce que nous sommes partis du principe qu'il faut créer un nouveau type de Congolais. Et cela commence par la transformation des acteurs sociaux que nous sommes nous-mêmes.
Et dans ce sens-là, Filimbi a investi énormément dans la formation, mais également dans le renforcement de capacité de ses animateurs, de ses militants, des responsables des cellules de base, de sorte à permettre à ceux-ci de jouer un rôle de qualité dans la critique, dans la construction de la démocratie, de la bonne gouvernance, mais surtout de l'état de droit en RDC, tout en faisant face à beaucoup de défis, le défi structurel, le défi d'ordre sécuritaire même, parce que nous sommes fortement installés aussi dans la partie est de notre pays, notamment le nord et le sud Kivu, où la reprise de la guerre a donné un grand frein, a été la cause d'un grand frein au développement et surtout à l'éclosion de notre mouvement. Donc globalement, le mouvement poursuit son engagement, son combat, sa trajectoire, tout en faisant face à des défis, que ce soit exogènes ou endogènes. Alors, vous nous dites que globalement, le mouvement poursuit sa trajectoire. Je l'ai dit en introduction que Filimbi a été très actif et très visible à l'époque lors de la présidence du président Joseph Kabila. Aujourd'hui, certaines personnes parlent d'une forme de léthargie du mouvement. Comment réagissez-vous face à cette critique ? Je pense que c'est toujours important de contextualiser un peu les choses, comme ça nous permet d'avoir une critique plus ou moins objective. Filimbi est né dans un contexte précis et clair. C'était 2015, à l'approche de la fin du deuxième et dernier mandat constitutionnel de l'ancien président Kabila, et dans un contexte politique cristallisé sur le conflit, sur en tout cas ces projets assumés de l'ancienne famille politique du président Kabila à changer la constitution et de maintenir celui-ci au pouvoir au-delà de ses mandats constitutionnels. Et donc c'est dans ces contextes précis que Filimbi a vu le jour, en subissant rapidement beaucoup de répression. Vous vous souviendrez du moratoire qui est encore aujourd'hui qui est toujours encore aujourd'hui en vigueur, le moratoire de l'ancien ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchab, qui interdisait à tous les gouverneurs de permettre les activités de Filimbi dans leur province. Et donc, ces contextes-là de répression, de quête de troisième mandat, alors que toute la société congolaise était déjà contre, mais également la mobilisation des organes de presse nationale comme internationale, ont permis justement de plus visibiliser ces combats que Filimbi menait. Mais dès 2019, on a vu que, entre guillemets, cette alternance est arrivée, en tout cas négociée pour nous, parce que nous pensons que ces résultats n'ont jamais représenté la volonté du souverain primaire exprimée lors des élections. Mais ça a permis quand même, d'une manière ou d'une autre, de dépasser cet enjeu politique qui était le respect de la Constitution, la non-modification de la Constitution pour le simple fait de vouloir attribuer un troisième mandat à un individu. Et ça a été pour nous un temps, comme je le disais, de croissance, de permettre au mouvement de se développer sous d'autres thèmes, de rentrer dans une phase de maturité, et ce qui nous a emmené à toucher d'autres sujets, à part le sujet politique. Je parlerai par exemple du sujet de la lutte contre la corruption, dans lequel on a vu Filimbi se déployer, mais avec des résultats intéressants. Deux exemples que je donnerai, que je mettrai en avant. Nous avons été, nous, en première ligne pour emmener des réformes des institutions d'audit, par exemple comme l'IGF, mais également comme la Cour de compte, en faisant énormément de plaidoiries là-dessus. Nous avons été énormément mobilisés dans la question de la gouvernance minière, en mettant en avant le cas d'Anne Gettler, qui jusqu'aujourd'hui continue de percevoir $200,000 par jour de royalties dans le projet KCC et Mutanda Mining. Ça, ce sont des projets autour desquels Filimbi s'est autant mobilisé que sur les questions politiques dans le temps passé. Nous sommes aussi mobilisés sur la question, par exemple, de la gestion de la riposte contre la Covid-19, en étant la première institution citoyenne qui, au-delà du contrôle qui s'était fait dans les institutions, nous sommes allés plus loin en questionnant directement les hôpitaux qui avaient perçu de l'argent public pour organiser la riposte contre la Covid-19. Et là, on va découvrir que autant que les politiciens, mais même le corps médical pouvait se permettre
de détourner de l'argent. Et un super rapport que nous avons sorti sur ce dossier-là, sur Mama Emo. Plus tard, on l'a fait avec le FRIVAO, le Fonds de réparation des victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani, où on a mis en lumière comment le million de dollars qui avait été payé par l'Ouganda après le procès intenté devant la Cour internationale de justice par la RDC, comment cet argent a pu être dilapidé en connivence entre les animateurs désignés par le ministre de la Justice, mais également, notamment l'homme d'affaires congolais, Deo Kasongo, le patron d'une chaîne Divo, d'une boîte de communication Divo à Kinshasa. Donc, à côté de questions politiques, cette maturation nous a permis notamment de toucher d'autres questions aussi cruciales pour notre pays, que ce soit dans le domaine de la corruption, de la lutte contre la lutte pour la bonne gouvernance, mais surtout de la gouvernance minière, qui est un moyen important par lequel l'État mobilise aujourd'hui plus de 70% de notre budget. Alors, vous avez parlé de la maturation du mouvement Filimbi 11 ans après. Vous avez relevé que l'un des éléments déclencheurs du mouvement, c'était la volonté du pouvoir de Kabila de briguer un troisième mandat. Mais aujourd'hui, cette même question revient, parce qu'il y a quand même cette volonté affichée et clairement assumée du pouvoir actuel de vouloir modifier ou réviser la Constitution. Est-ce que vous pensez que aujourd'hui le mouvement citoyen Filimbi a encore ou a toujours la même capacité de mobilisation qu'il avait il y a quelques années? Il y a une question aussi de mon collègue Pat qui voudrait rebondir dessus. Oui, j'aimerais, avant que vous ne répondiez à la dernière question de Prince, mais quand même, cette question pose toujours le problème de la mobilisation. Est-ce que vous avez toujours la possibilité? Et la première question de Prince était liée à la léthargie du mouvement Filimbi aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire que c'est le mouvement Filimbi qui a une certaine léthargie. C'est tous les mouvements citoyens, la société civile et principalement les organisations de défense des droits de l'homme, incarnées par lui-même le conseiller principal qui travaille auprès de Tshisekedi, qui était à l'FIDH, Monsieur Sapou, bien sûr, mais tous sont, la léthargie est générale. Au-delà de Filimbi. Au-delà de Filimbi. C'est-à-dire, les gens, rattachent ça plutôt à la personnalité de Tshisekedi, à la manière dont il mène les choses. Les gens disent, vous étiez très, très virulent vis-à-vis de Kabila, mais avec le changement pas de régime, de pouvoir, qui aujourd'hui, avec Tshisekedi, il y a eu quelque chose qui s'est opéré, mais qu'on a du mal à définir. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la plupart des mouvements aient du mal à prendre, et ça, est-ce que c'est Tshisekedi qui a été très, très malin, qui vous a, en lingala on dit kopakola mafuta na monoko, c'est-à-dire vous n'avez pas mangé, mais il vous a fait manger un tout petit peu, rien que par l'odeur, par quelque chose comme ça, et peut-être que vous êtes rassasié en n'ayant rien mangé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette léthargie, pas seulement de Filimbi, mais de l'ensemble des mouvements citoyens et des organisations de droits de l'homme? Papa Minou, est-ce que Félix Tshisekedi a lié si Bino Mafuta na Monoko, Bino acteur et à société civile, voilà? Pas du tout, Ndeko Prince. Sinon, moi, je ne serais pas en exil. Je serais au Congo en train de profiter des miettes qui tombent de la table de cette dictature qui s'est installée dans notre pays. Tu connais mieux que quiconque que aujourd'hui, si je me retrouve en Belgique, c'est malheureusement parce que, dans une certaine mesure, nous avons continué à porter cette voix contre le récit officiel pour dire que il devrait avoir une autre manière de penser, une autre manière de construire ces Congos, que la façon dont le régime tente de nous conduire depuis aujourd'hui 7 ans. Mais pour revenir sur cette question, il y a deux choses. Premièrement, c'est le contexte. Moi, j'insiste beaucoup sur les contextes parce que le contexte 2016 était très différent du contexte 2019, 20, 22, même 23, les élections chaotiques que nous avons connues en 2023.
n'ont même pas permis aux Congolais de se mobiliser intensément pour bloquer la route à cette supercherie. De prime abord, on ne peut pas comprendre cela, mais si on questionne un peu le contexte, on peut trouver là de petites clés qui pourront permettre justement de comprendre le pourquoi du comment. La première chose, c'est le contexte. Mais heureusement ou malheureusement, aujourd'hui, nous retombons encore petit à petit dans le contexte 2016, qui était un contexte d'une volonté affichée, assumée, d'une modification de la Constitution dont le simple objectif était le maintien d'un individu à la tête des institutions. Nous retombons encore dans ce contexte-là. Si on est un tout petit peu vigilant, on peut voir que petit à petit, nous sommes en train de revenir dans un peu le climat que nous avons eu en 2011. Je rappelle que 2011, c'est le moment où la vague des combattants en Europe ici prend, mais d'une manière assez surprenante. Et petit à petit, ça va un peu contaminer aussi le Congolais au pays pour redémarrer la mobilisation. Et la deuxième chose, c'est que l'intensité de la mobilisation que nous avons vue en 2016 n'était pas un fruit de hasard. Ça a été un travail qui avait commencé depuis 2011, lors des élections de Tshisekedi le père et Kabila fils, et Joseph Kabila. Tout le monde avait vu comment est-ce que le régime en place n'avait pas remporté ces élections. Il y a eu un forcing, Kabila a prêté serment, finalement il a continué à être président. À partir de ces moments-là, la contestation avait commencé, mais avec une intensité un peu plus faible parce que ça devrait se construire dans les temps. Ça s'est construit de 2011 jusqu'en 2015 et en 2016, tout était parti. Je rappelle même qu'en 2011, justement au sortir des élections, il a fallu juste une année pour que toute la classe politique se retrouve déjà dans un dialogue parce que la situation était très crispée. Et aujourd'hui, petit à petit, nous sommes en train de revenir maintenant dans ces contextes-là. Il appartiendra donc aux forces vives, à l'opposition politique congolaise, à la société civile, mais également à tous les citoyens pour qui la situation politique de notre pays a encore du sens aujourd'hui, de commencer à se préparer. Parce que regardez, Filimbi en réalité, ça n'a été qu'un outil, un véhicule d'une expression de ras-le-bol de Congolais. Aujourd'hui encore, nous continuons de jouer ces rôles-là. Mais tout dépendra justement de la capacité des Congolais eux-mêmes à s'indigner, mais également à un certain moment de se dire non, c'est fini, nous devons maintenant s'organiser soit à travers des canaux qui existent déjà, comme Filimbi et d'autres organisations, soit imaginer d'autres méthodes, d'autres moyens peut-être différents de ceux utilisés l'autre fois, mais pour arriver non simplement dans le but de bloquer le changement de la Constitution, mais plus loin de changer la gouvernance de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, la question se pose bien au-delà des élections. La Constitution doit être respectée, elle ne devrait pas être changée pour maintenir un individu à la tête du pays. Les élections devraient par la suite être organisées pour émerger des personnes de qualité qui viendront transformer, changer la gouvernance de notre pays afin que le changement que nous avons voulu, en tout cas que nous partageons tous en commun, ces besoins, cet idéal-là, puisse commencer à porter des fruits, mais de manière concrète. Alors, Minou, j'ai deux réactions. La première, celle de Pat Patoma, et puis la deuxième, je prendrai celle d'un auditeur qui est en train de nous suivre en direct. Pat Patoma. Oui, comment dirais-je, vraiment, Minou fait quelque chose de très, très, très intéressant en rappelant la vague des combattants ici en Europe qui était extrêmement dure. Et donc, je pense que nous sommes trop durs vis-à-vis des mouvements citoyens de la RDC. C'est vrai qu'il y a une certaine léthargie, mais la léthargie, c'est pas qu'au Congo, hein. La léthargie a commencé ici. Les mouvements de résistance, les mouvements autour de Nganda, les mouvements des combattants, des résistants ici, ils dorment. Ils dorment ici déjà, hein. Donc c'est pas seulement les mouvements citoyens au Congo. Donc c'est un problème beaucoup plus général qu'on ne le pense. Donc pointer du doigt Filimbi, c'est vrai, qui nous avait donné quand même beaucoup d'espoir, hein. Ils avaient une fougue et une pertinence dans les discours et dans les exigences
autour des villes, surtout de l'Est, et c'était tout simplement extraordinaire. C'est vrai que j'ai quand même un tout petit peu l'impression que Tshisekedi est parvenu à endormir les mouvements. Quand je dis Tshisekedi, je pense aussi aux combattants d'ici. Il faut pas oublier que les combattants d'Europe, ils se sont cassés en deux parties. La plus grosse est retournée rejoindre, le pouvoir sur place à Kinshasa. Et ceux qui sont restés ne se sont jamais remis de cette cassure-là jusqu'aujourd'hui. Okay. La réaction, je veux dire l'intervention de l'auditeur va plus ou moins dans ce sens-là. Et puis je donne la parole à Mino. C'est toujours en lien avec la léthargie du mouvement. Il y a quelqu'un qui dit ceci. L'ancien coordonnateur de Filimbi, Floribert Anzuluni, est devenu aujourd'hui ministre dans le gouvernement au sein du pouvoir du président Tshisekedi. Est-ce que cela n'a pas non plus renforcé, si pas fragilisé, l'indépendance du mouvement? Voilà. Alors, je vais prendre les deux réactions. Je commencerai par celle de Pat, en disant que ce que Pat dit, je pense que c'est une analyse juste de la situation. C'est que en 2019, on sortait d'une période assez intense, parce que quand on parle de la répression, Kabila connaissait comment s'y prendre à travers ces outils de répression comme l'ANR, les MIAP. Ça n'a pas changé aujourd'hui, mais en tout cas, je pense qu'ils avaient pris le temps de comprendre les organisations et de savoir comment, de temps en temps, renforcer leur emprise, ce qui faisait que c'était un moment, une période très, très intense. Pour des gens comme moi qui ont passé toute une année en détention entre l'ANR et la prison centrale de Makala, je peux vous dire que j'ai vu très rarement des gens ressortir de cet état de détention et continuer le combat avec la même énergie, avec cette même volonté de dire non, je ne me range pas du côté de la mangeoire, je continue à porter cette voix critique jusqu'au point où aujourd'hui nous nous retrouvons en exil aujourd'hui. J'ai vu très peu de gens quitter des lieux de détention avec la même détermination, ça il faut le dire. Parce que quand on reproche simplement ces choses, je pense qu'on ne tient pas compte des événements assez bousculants auxquels certains acteurs, que ce soit des Filimbi, de l'opposition, de la diaspora, ont fait face, ce qui, d'une certaine manière, pourrait conditionner l'action sur terrain aujourd'hui. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, dans cette même ordre d'idée de Pat, c'est que, oui, nos mouvements, que ce soit politiques, mouvements de société civile ou les mouvements citoyens, ont vu aussi plusieurs d'entre eux partir un peu de part et d'autre. Aujourd'hui, par exemple, si vous regardez l'AFC de Corneille Nangaa, vous verrez qu'autour de lui, par exemple, il y a des camarades avec qui nous avons milité dans la société civile, dans les mouvements citoyens, tout à fait, qui se retrouvent aujourd'hui, lui. Est-ce que c'est une excuse? Non, mais je pense que c'est une situation mise dans un contexte. Ça peut permettre de comprendre le temps passé à se rechercher, à se réorganiser et pour continuer à être à la hauteur des enjeux qui nous attendent. Parce que n'oublions pas que les enjeux auxquels notre pays fait face sont des enjeux incommensurables. C'est énorme. Ça demande de l'organisation, de la préparation et c'est énorme. De l'autre côté, vous avez de ceux qui ont rejoint effectivement la politique de tous bords, que ce soit dans la majorité tout comme dans l'opposition. Et donc, ça fait que ça crée en interne une situation où vous avez besoin, à un certain moment, vous-même, de vous auto-évaluer, de définir les enjeux qui vous attendent et de réorienter votre combat. Parce qu'aujourd'hui, le combat, même que ce soit des combattants ici de la diaspora, ne sera pas mené de la même manière que ça a été en 2011, par exemple. Parce que les animateurs sont autres, les outils seront autres, les contextes et autres aussi. Donc, il y a toute une mutation comme ça de changement auquel il faudra être attentif, s'adapter et continuer le combat sans pour autant perdre le cap. C'est vers quoi vous êtes en train de partir. Ça, c'est en réaction à ce que Pat dit, que je trouve assez mesuré et vraiment assez intéressant. Au sujet de la deuxième réaction, Floribert, je pense que s'il y a une chose que les gens donnent l'impression de ne pas avoir vue, c'est qu'il y a aujourd'hui pratiquement 4 ans que Floribert
s'était totalement retiré. Floribert Anzolini. Hein. La gestion, absolument, Floribert Anzolini s'était totalement retiré de la gestion quotidienne du mouvement. D'abord par un processus interne, il était arrivé en fin mandat. Il y a eu une retraite stratégique qui s'était organisée, qui a donné place à la désignation d'une nouvelle équipe de la coordination nationale de Filimbi, dont je suis le coordonnateur. Ça, c'est une première phase. Donc, déjà, Floribert avait pris ses distances de l'organe exécutif de notre mouvement. Et en second lieu, c'est que publiquement, officiellement, Floribert était devenu un acteur politique en ayant participé à la création, au développement d'un parti politique au sein duquel il est devenu président du parti, mais également d'une plateforme citoyenne, d'une plateforme politique qu'il a désigné également président de plateforme. Après cela, il a été vraiment officiellement, de manière très officielle, candidat président de la République, en portant un discours politique qui n'avait rien à voir avec les objectifs, le projet, mais également les attentes des Filimbi, parce que nous sommes un mouvement citoyen. Il a défendu son projet, il a été dans plusieurs villes dans la capitale pour défendre son projet, qu'il avait soumis au vote des Congolais. Il a pu obtenir les résultats qui étaient siens, et en fin de compte, en tant que politique assumé, il a fait un choix de se rapprocher de la famille présidentielle. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais en tout cas, il se retrouve aujourd'hui bel et bien dans le gouvernement. Mais avant ça, je rappelle encore, il a officiellement pris la décision de devenir acteur politique, d'être président d'un parti politique, de déposer sa candidature pour la présidentielle, de battre campagne et finalement de devenir ministre. Et ça, en toute liberté vis-à-vis du mouvement. Donc, aujourd'hui, les liens humains, on les conserve parce que Floribert, c'est une personne, un camarade, un frère à côté de qui nous avons milité pendant 10 ans presque. Ce n'est pas d'une décision politique que ces liens seront définitivement rompus, pas du tout. Mais aujourd'hui, il a des choses auxquelles il croit, qui ne ressemblent pas forcément au projet, aux objectifs du mouvement. Mais non, même ces liens qui restent ne soumet en rien le mouvement à la coupe ou à la volonté, que ce soit ni du pouvoir, ni de Floribert en tant qu'individu. Malgré cela, il y a quand même une certaine opinion qui continue à lier l'image de Floribert Anzolini à celui de Filimbi. Je pense que tu ne peux pas séparer l'image de Floribert à celui de Filimbi. On parlera toujours de Filimbi en parlant de Floribert, tout comme on parlera toujours de Floribert en parlant de Filimbi. Parce que Floribert, c'est l'un des cofondateurs du mouvement. C'est l'une des personnes qui avait vraiment, mais de manière assez intelligente et courageuse, porté l'image du mouvement, le combat du mouvement, mais surtout la trajectoire de ces combats, de cette jeunesse en quête de changement. Donc, dans une certaine mesure, personne ne peut gommer ça. Ça, ce n'est pas possible. Mais de manière pratique et concrète à l'heure actuelle, Floribert, en tant qu'acteur politique, ministre au Congo, n'est en rien associé à la gestion ou aux différents niveaux que se prennent les décisions au sein de notre mouvement. Tout comme nous, aujourd'hui, actuels animateurs de Filimbi, sommes en rien soumis à une quelconque volonté ou quelconque agenda qui n'est pas du tout décidé ou qui ne relève pas de la trajectoire stratégique du combat de Filimbi. Et ça, c'est vice-versa. Alors, je ne sais pas si Pat a une réaction ou alors on va... Oui, je suis un tout petit peu étonné de voir le côté cordial, gentil, familial que développe notre ami Mino Bopomi vis-à-vis de l'ancien cofondateur, l'ancien coordonnateur des Filimbi. C'est presque mortel en politique et dans les mouvements de revendication, de résistance. Je peux comprendre que les liens d'amitié très forts qui les ont liés restent encore un tout petit peu quelque part
dans la tête. Mais si vous n'arrivez pas à casser ce cordon ombilical, comprenez que la plupart de nos auditeurs se disent il y a toujours quelque chose avec Anzuluni. Parce que vous-même, vous gardez toujours ce bon regard vis-à-vis de quelqu'un qui, dans le langage normal, on va dire qu'il vous a trahi. Il a trahi l'organisation dans laquelle il a beaucoup milité, il a fait beaucoup de choses, mais il a trahi. Hein. Et donc, si vous continuez à garder ce regard, presque en disant tu peux revenir, ta place est toujours là. C'est très difficile dans le cadre d'une lutte contre ce que vous-même vous dites une dictature qui s'est installée, ainsi de suite. C'est très difficile. Non, Pat, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, pour répondre précisément à cette question, l'indépendance de Filimbi vis-à-vis de Floribert ne dépend pas des insultes que nous pouvons proférer contre lui. Je ne dis pas que c'est ce que l'auditeur ou toi-même demande, mais j'ai dit ça pour faire comprendre qu'il y a des liens, effectivement, qui font qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, les gens peuvent se soucier de l'indépendance de Filimbi vis-à-vis de ses pouvoirs, étant donné que l'un de ses membres importants se retrouve aujourd'hui dans la famille présidentielle. C'est là la question. Et à cette question, ma réponse est de clarifier sur 2 points. C'est que d'un côté, vous avez les liens personnels qui demeurent, qui d'ailleurs peut être sujet à inquiétude de l'opinion, mais de l'autre côté, j'ai rappelé étape après étape comment les choses se sont faites, en interne d'abord en désignant d'autres animateurs qui continuent aujourd'hui, et en dehors du mouvement, c'est-à-dire au niveau de Floribert lui-même, en devenant acteur politique, président d'un parti politique et plus tard ministre dans le gouvernement Tshisekedi. Mais regardez, aujourd'hui, moi, je peux vous sortir beaucoup de prises de position que Filimbi a pris contre le régime en place, contre même notre gouvernement, alors que Floribert est membre. Est-ce que le fait que Floribert s'y retrouve nous a permis de ranger notre langue? Non, pas du tout. Est-ce que le fait que Floribert s'y retrouve lui a permis de se positionner comme un donneur de leçons en disant non, les amis, vous ne pouvez pas faire... Non, pas du tout. Parce que l'institution Filimbi a continué à être totalement indépendante de lui en tant que personne, même s'il avait participé à sa création et a joué un très grand rôle dans son développement. Mais aujourd'hui, l'institution a continué à se développer avec d'autres animateurs qui sont encore en phase avec la vision de départ, qui sont en phase avec les objectifs assignés, qui sont en phase avec aujourd'hui la vision de la construction que nous avons de notre pays. C'est à ces niveaux-là. Les liens fraternels, écoutez, je ne vais pas commencer à vous pomper des mensonges en vous disant que depuis que Floribert est ministre, on s'est bloqué sur WhatsApp, on ne se parle plus, on s'est presque insulté. Non, ce serait mentir. Les liens demeureront parce qu'on a passé 10 ans de vie à côté, ensemble, en train de subir, de rêver ensemble, de construire des choses ensemble, de tenter de mettre des choses ensemble. Aujourd'hui, il a pris un schéma qui se sépare totalement du Filimbi, libre à lui. L'essentiel pour nous, c'est que l'institution demeure avec ses revendications, avec sa vision, avec ses objectifs, et à côté de lui, des animateurs capables, susceptibles aujourd'hui de porter ses combats et de continuer à aller de l'avant, mais tout en considérant ce contexte d'aujourd'hui qui commence petit à petit à ressembler, encore une fois, je reviens sur ça, au contexte 2011 qui avait préparé les Congolais aux revendications qui ont vraiment explosé en 2016. Ça, moi, j'insiste beaucoup sur ça. Le contexte commence à ressembler à 2011 et c'est le moment de commencer à s'organiser. Ce serait triste que seule la question des élections permette aux Congolais de s'organiser comme ça, de se mobiliser comme ça, parce qu'à côté de beaucoup d'autres questions vitales, mais je pense que si on peut se servir de ces contextes politiques, cette fois-ci pour faire mieux en construisant des revendications qui vont dépasser la simple question d'organisation des élections, qui demeure une exigence constitutionnelle,
je pense que ça nous permettra d'éviter peut-être en 2030 de revenir encore sur ces genres de sujets en disant que oui, après 2028, on a vu que finalement ça dort, ça baigne encore, ça stagne, parce que la construction doit être vraiment intelligente et surtout en tenant compte des enjeux de l'heure. Des enjeux, quand je dis des enjeux de l'heure, les enjeux peuvent être africains, mais également mondial, parce qu'aujourd'hui, en plaçant un peu notre pays dans ces contextes géopolitiques internationaux de l'heure, on comprend que le Congo a un rôle à jouer et à travers ces institutions, ces citoyens, les femmes et ces hommes, on doit justement se préparer à jouer un rôle autant important en interne dans la sous-région, dans la région et pourquoi pas dans le monde. Alors Mino, je propose que nous soufflions un peu. On a parlé beaucoup du mouvement. On va peut-être un peu s'intéresser à quelques éléments de l'actualité. On va prendre une petite pause musicale et on reviendra pour la deuxième partie de notre échange et puis pour chuter et clôturer. Merci. La souffrance du peuple congolais s'appelle Joseph Kabila. Oui, mais Fatia a échoué pour lui. Entourage. Il a échoué avec le peuple d'abord. Il y a faute nangate, il y a faute nangate. Il y a moyen salaka ayote, salaka ayote, baton suzuka, c'est pas votre domaine. Je ne suis pas au courant. Et salaka ayote. Ceux qui Fatia ont échoué, et ça faute à Kabila. Ceux qui a comme président, et ça faute à Kabila. Ceux qui a émis salaire n'a été, et ça faute à Kabila. Désordre n'a eu des pèses, et ça faute à Kabila. Ceux qui n'aiment pas qu'il n'a pays, et ça faute à Kabila. Et ça te pone en rébellion, et ça faute à Kabila. Ceux qui justice ses malades, et ça faute à Kabila. Tomoneti ba théâtre, et ça faute à Kabila. Ceux qui la mouka et panzana, et ça faute à Kabila. Fachi ba sololi, et ça faute à Kabila. Katumbi ba bongisa, et ça faute à Kabila. Fachi ba bebana, et ça faute à Kabila. Ba rando na rando, ba président bazana rando, ba première dame bazana rando, ba sali Nzambe bazana rando. Journalisme comme Dialelo, et ça faute à Kabila. Kabila va passer au poste, et ça faute à Kabila. Il peut perdre Bakangio, et ça faute à Kabila. Il est l'Otozana ses sacs, et ça faute à Kabila. Fachi Abenga Kagame mon frère, Amema Eti na stade de martyr. D'ailleurs des Bakutana Kina Lola, des Bakutana Kina Doha. Ba détournement Kakaba million, et ça faute à Kabila. Livine à 60 ans, et ça faute à Kabila. Avant Rosala Kipiake, et ça faute à Kabila. Nabiso comme millionnaire, et ça faute à Kabila. Nama Komana ba M23, Niye Mouta Truka qui ba élection. Traître Nanya Loba Kabila aza sérieux Kabouya Nanya Mema Kibiso na EAC. Eye Mokotsi Mon à lampadaire Baïba, et ça faute à Kabila. Il y a 100 jours et les mois, et ça faute à Kabila. Il a changé constitution, et ça faute à Kabila. Mende Tchakou national, et ça faute à Kabila. Et ça kaka Allemagne te. D'ailleurs Tokomi ata Éthiopie te. Bakonzi Mibimba ba incompétent. Ministre en paix sa président ba fleur. Ba million et Kena Beki Papoto, et ça faute à Kabila. Ba rêve kaka, et ça faute à Kabila. Kaka Fachibe, et ça faute à Kabila. Kenebo regretté, et ça faute à Kabila. Comment union sacrée, mais union sacrée comme un père. Olignon Guinda, ça la politique. Salaire à bas des putains et qui t'a caté. Ceux qui le paraissent éliminés, et ça faute à Kabila. Minère Mundela Lieyo, et ça faute à Kabila. Entourage né Zamabé, et ça faute à Kabila. Zimaka RRT, et ça faute à Kabila. Bolembi Sibiso, oh Kabila par-ci, oh Kabila par-là. Distraction, bon ça la makelele trop. Tous appels à posa Kabila zongate. Tout comme tous appels à posa Fachi, oh ça la troisième mandaté. Bon trouver né ba solution na ba problème ya population. Kaka bino ba politicien na ba famille na bino ne bo sepelaka. Peuple congolais a souffra kaka. 18 ans à Kabila. Fachi. Ba jeune baza sacrifié. Même ba jeune au baza na ba parti politique. Na ba oyo ba soutenir Kabino. Bazo se retrouver té. On dirait envoûtement. Boligny pouvoir mais Boligny Congoté. Surtout ba député, oh t'es pardon, ba député. Baligny palais du peuple, mais Baligny peuple t'es. Oh colocaté. Kabila ne partira pas comme ça.
Kabila qui m'a d'abord la biche au Congo, il faut une guerre. Sans la guerre, il n'y a pas un changement. Pour l'ancien président de la République, qu'est-ce qu'il faut diffuser les concernant et qu'est-ce qu'il ne faut pas diffuser? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Tout ça en pleine censure. Là, en pleine dictature, entre guillemets, c'est ça qui nous impose ce que nous devons dire et ce que nous ne devons pas dire. Et le média, vous allez arrêter. Le média, vous allez frapper par le. C'est ça que ce média-là doit attaquer des décisions, c'est ça qu'on a la cassation. Il faut pas arrêter. Le Congolais n'a tant réalisé qu'on a vu. C'est vrai que la justice, elle est inféodée. Mais il faut constituer cette justice, voilà. Ça, là, pour les gars. Comment la vie, on va Kabila aussi, là. T'es à faute, non? T'es à faute, non? Et ça faute à Kabila. 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 Vous êtes à l'écoute d'Africa Jama sur le 87.7 FM. Prince Djungu est en train de recevoir Mino Bopomi. À l'instant, nous écoutions Bob Elvis. Bob Elvis, qui est un chanteur engagé, de son vrai nom Massoudi Matengo. Prince. Alors Mino Bopomi, qui est le coordonnateur national du mouvement Filimbi. Allô Mino? Je suis là, sur donc, on continue notre échange. C'était quand même très intéressant comme ce qui a été partagé lors de la première partie. Dernièrement, j'ai lu que vous avez fait une sortie médiatique chez un confrère à média pour aborder la question sur le débat, en tout cas sur la Constitution. Et vous avez qualifié ces débats-là sur la révision constitutionnelle d'un débat d'irresponsable. Pourquoi des mots aussi forts? Nous l'avions qualifié de débat irresponsable parce que, comme les auditeurs conviendront avec moi, que à chaque fois que dans la partie Est, il y a eu un semblant des armes qui s'est aisé, même si les villes sont encore aujourd'hui entre les mains de forces soutenues par le Rwanda, la famille politique de Félix Tshisekedi, l'UDPS notamment, a toujours profité de ces instants-là pour glisser ces débats sur l'opportunité, si pas la nécessité pour eux, de changer la Constitution. À mon sens, c'est une attitude d'irresponsable qui ne peut être en réalité que le reflet de l'irresponsabilité qui caractérise aujourd'hui les animateurs de nos institutions. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous pensons que la question, notamment de l'organisation des élections, du nombre de mandats, ne devrait même plus du tout se poser parce que c'est des questions qui sont effectivement résolues par notre Constitution. Donc en 2028, ce que nous attendons, c'est l'organisation des élections, la passation pacifique et démocratique du pouvoir entre, en tout cas nous l'espérons, Tshisekedi et c'est lui qui aura remporté ces élections-là. Et qu'en ces moments, les questions qui préoccupent en tout cas les Congolais dans leur quotidien, c'est des questions liées à la santé, à la sécurité, à l'accès à l'emploi, à l'eau potable, à l'électricité. Bref, c'est même des revendications primaires qui, en réalité, en 2026, ne devraient plus être la question qui tourmente la tête des Congolais, parce qu'on le voit, ce n'est pas qu'en Europe, même en Afrique, il y a beaucoup de pays autour de nous qui, aujourd'hui, sont en train de résoudre ces problèmes. Le problème lié à l'eau, à l'électricité, à l'école, l'éducation des bases. Beaucoup de pays sont en train de résoudre ces problèmes. Malheureusement, nous peinons encore à le voir. On a vu, pas plus tard que hier ou avant-hier,
cette femme qui s'est fait battre sur le lit, je dirais même pas le lit d'hôpital, parce qu'elle était en train de donner vie sur le lit de maternité, elle s'est fait battre. Ça, c'est un problème qui relève aussi de notre système de santé. C'est ça, en fait, les questions qui, en mon sens, devraient être abordées en ces moments. Des questions... Oui, je vous écoute. Oui, des questions qui, en réalité, devront emmener une amélioration du quotidien des Congolais. Donc, pour nous, aujourd'hui, l'opportunité n'y est pas de parler de la révision de la Constitution, de parler d'une quelconque mission que Tshisekedi aurait, parce que si même mission il y a, c'est une mission constitutionnelle, et à la fin de cette mission, Tshisekedi devrait être apte, en tout cas, de se retirer du pouvoir de la même manière que nous avons exigé cela à Kabila. Alors, je vais faire un peu l'avocat du diable, et voilà. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas en train de dramatiser le débat? Je vais essayer d'être un peu concret. Si demain, il y a une réforme constitutionnelle qui vise réellement à améliorer la gouvernance. Vous avez parlé de la santé, vous avez certainement abordé la question de l'éducation, mais si demain, il y a une réforme constitutionnelle dans ce sens-là, est-ce que ce serait pas intéressant, hein, parce qu'après tout, une constitution peut évoluer. Pourquoi, à votre niveau, vous refusez même le simple fait d'en discuter, de discuter de ces... Il y a plusieurs sujets autour desquels des modifications constitutionnelles ont été demandées au cours du mandat. Nous, par exemple, nous avons demandé de modifier la Constitution sur... En fait, nous n'avons pas demandé de modifier la Constitution, mais de modifier certains dispositifs qui touchaient, comme vous le dites, qui pourraient toucher positivement à la vie sociale des Congolais. Mais le problème, il est lequel? Le problème, c'est le momentum. Nous sommes en fin mandat. Deuxièmement, c'est le discours politique des personnes affiliées au pouvoir, que ce soit de l'UDPS ou de l'Union sacrée. Je prendrai l'exemple d'Augustin Kabouya, qui n'a pas cessé de le dire très clairement, que Tshisekedi n'a pas fait calmement ses mandats. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre à l'est du pays. Donc, il faut toucher cette constitution-là pour donner à Tshisekedi la possibilité de faire calmement ses mandats et de développer le pays. L'intention est là, il ne le cache pas, et ce n'est pas non plus des intentions que nous imputons aux uns ou aux autres, mais c'est un discours assumé, un discours irresponsable assumé, qui tend à dire que Tshisekedi n'aurait pas fait calmement ses 2 mandats, qui tend à dire que cette constitution serait la constitution des Bapaya, donc qui soumet le Congo à la coupe du Rwanda, qu'il faudra la changer coûte que coûte en vue de terminer la guerre dans l'est de notre pays. C'est justement là, à ce niveau-là, le fait de vouloir instrumentaliser la guerre alors qu'on est soi-même incapable d'organiser un système de défense, on est incapable d'organiser les FARDC de sorte qu'elles puissent reconquérir les villes, mais on instrumentalise cette question pour des fins politiques, avec l'objectif notamment de se maintenir au pouvoir. C'est à ces niveaux-là que se pose le problème, et c'est donc à ces niveaux-là que nous disons qu'aujourd'hui, notre constitution ne devrait pas être ni changée, ni modifiée dans le seul objectif de maintenir un individu au pouvoir. Pas de Thomas? Et puis je suis totalement d'accord avec messieurs Mino Bopomi. Je pense personnellement que l'idée je parle même pas de changement de constitution, juste de modification. L'idée de modifier la constitution en fin de mandat, nous savons très très bien que si la procédure se met en route, nous savons très très bien que ça ne va pas s'arrêter à la simple idée de modifier la Constitution. Même pour améliorer la gouvernance. Même pour améliorer la gouvernance, je crois qu'on ne devrait même pas le faire. Si c'est pour améliorer la gouvernance, il aurait dû le faire en début de mandat. Début soit du premier mandat, soit du second mandat. Et là, il n'y a pas de problème. D'autant que la Constitution congolaise est facile à modifier. Et ça, c'est là où se trouve le vrai problème. Comment peut-on modifier une constitution aussi facilement? Moi, je prends toujours l'exemple de la Belgique, le pays où nous vivons. Pour toucher à la constitution,
il faut que dans la mandature précédente, on ait prévu de toucher à la Constitution et que l'on ait signalé quels sont les articles qu'on aimerait modifier. Et ça, comment dirais-je, seulement à ces conditions-là, le mandat qui suit, c'est, comment dirais-je, la majorité pourra alors modifier la Constitution en fonction de ce qui a été fait comment dirais-je, au mandat précédent. Donc, c'est quelque chose qui rend, c'est pour ça qu'en Belgique, on parle de bétonner. C'est-à-dire modifier la Constitution en Belgique, c'est extrêmement difficile. Vous pouvez pas le faire sous votre mandat. C'est pas possible. Et au Congo, si on avait ne serait-ce qu'adopté cette manière de faire, ce serait très intéressant. C'est-à-dire, si Tshisekedi voulait modifier la Constitution, il n'y a pas de problème. Le Parlement décide de modifier tel point de la Constitution, mais on ne modifie pas. Il y a une loi tout simplement qui dit qu'on va le faire. Et alors, comment dirais-je, lors du mandat suivant, la majorité prochaine, et ça se pourrait que vous n'y soyez même pas, c'est la majorité suivante, après les élections, donc, qui va regarder si effectivement il faut modifier parce que cela a été inscrit comme ça lors de lors du mandat précédent. Et ça rend toute modification extrêmement difficile parce que la Constitution, c'est pas une loi normale, c'est pas un document avec lequel on peut s'amuser comme on s'amuse. Vous vous rendez compte, Kabila avait décidé de passer de 2 tours à 1 tour, la dernière année des élections. Et ça, il l'a fait avec une facilité terrible. À la poste. Avec une facilité terrible parce qu'il suffit, sauf erreur de ma part, d'avoir un peu, 50% plus 1. Et ça suffisait. Donc une majorité simple, c'est pas normal qu'on puisse comme ça décider du fait que on passe de 2 tours à 1 tour parce que ça l'arrangeait. Parce que le problème il est là. Il ne faut pas modifier la Constitution quand ça vous arrange ou pour vous-même. La Constitution se modifie sous un certain consensus, surtout dans un pays comme la RDC qui est totalement déchiré politiquement. Et parce que vous êtes au pouvoir, vous allez vous arranger pour modifier la Constitution. Ça ne devrait pas se faire. Alors, je profite, avant de donner la parole à M. Minot, de prendre rapidement une réaction d'un auditeur. Il dit ceci. À l'époque de Joseph Kabila, Filimbi s'opposait à toute modification constitutionnelle. Aujourd'hui encore, vous êtes dans la même posture. Filimbi n'est qu'un mouvement radical. Radical, je veux dire. Minot. Allô? Radical, peut-être le mot il est trop fort, je dirais. Nous sommes un mouvement intransigeant, ferme, en tout cas très ferme sur des sujets comme celui du respect de la Constitution, parce que nous savons ce que cela nous a coûté en termes de coût humain. N'oublions pas ça aussi, parce que nous avons très souvent cette tendance de croire que l'histoire du Congo commence et s'arrête avec nous. Non. Il y a de ceux qui ont vécu bien avant nous, ceux qui s'étaient engagés bien avant nous et qui ont perdu. Je m'arrête en disant ça, qui ont perdu. Peut-être la vie, ça peut être le matériel, ça peut être des proches, mais en tout cas, par respect, par souci de mémoire, nous pensons que cette constitution nous a énormément coûté et donc modification ou changement ne devrait se faire que dans l'optique d'emmener le pays en avant, non pas de tripatouiller la démocratie, de tripatouiller les institutions et surtout de vouloir se maintenir au pouvoir. 32 ans de combat contre Mobutu, 4 ans contre Kabila le père pour certains, 16 ans de combat avec Kabila le fils, et tout ça, ce n'est pas pour qu'au final, à un certain moment, qu'on se dise, écoutez, on n'est pas un peu fatigué de défendre encore cette constitution. Non, nous pensons que autant que le 2 345 410 000 kilomètres, cette constitution mérite d'être défendue, léguée aux générations futures qui pourront, j'espère, l'enrichiront
dans l'optique de construire ces Congos forts, dignes, qui sera à même de jouer le rôle qui est le nôtre. Donc oui, encore aujourd'hui, nous le disons, que nous sommes fiers, déterminés, engagés à poursuivre ces combats, de bloquer, d'empêcher tout individu qui voudra se maintenir au pouvoir par la force, par la ruse ou encore par des manipulations de notre Constitution. Alors, on va petit à petit chuter et terminer notre entretien. Je voudrais quand même savoir un peu la position de Filimbi sur quelques questions un peu quelques enjeux de l'heure. On parle par exemple du dialogue. Est-ce que Filimbi a une position claire par rapport au dialogue si oui, sous quel format, par exemple? De principe, nous pensons qu'un pays comme le nôtre, qui a longtemps été divisé, fragilisé, fragmenté par la violence, le dialogue est indispensable. Mais le dialogue ne devrait pas, encore une fois, comme la Constitution, être pensé qu'au moment où on veut s'éterniser au pouvoir. En réalité, le dialogue devrait même s'institutionnaliser dans notre pays. C'est-à-dire que nous arrivons à un certain moment de dire que chaque 1 an, il faut qu'au-delà des tendances politiques, au-delà de divergences politiques, il faut que chaque 1 an, par exemple, qu'il y ait un consensus autour des questions sécuritaires, par exemple, autour des questions de l'accès à l'emploi des jeunes, autour des questions de l'investissement, parce que ça, on en parle aussi très peu. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Il y a aujourd'hui la stratégie militaire qui change, avec notamment l'utilisation des nouvelles armes. Il y a aujourd'hui la question de l'accès au nucléaire. On a vu Paul Kagame s'est déplacé à Paris pour participer à la conférence sur le nucléaire civil. Ça, ce sont des questions qui, en mon sens, pour un pays comme le Congo, entouré de 9 voisins, donc 9 potentiels ennemis, si nous ne sommes pas assez préparés pour défendre notre territoire, c'est des questions autour desquelles, chaque année, en mon sens, un consensus devrait se construire. Et ça, c'est à l'issue d'un dialogue. Le dialogue ne devrait pas être que politique, dans l'objectif de se partager des postes. Non, ça devrait être aussi ces moments où, au-delà des divergences politiques, les Congolais partagent, construisent des consensus autour des sujets qui, pour moi, sauvegarderont notre existence demain, après-demain, dans ces mondes qui devient de plus en plus brutal. On voit comment aujourd'hui même les Nations Unies sont dépassées, n'arrivent plus à contenir certains conflits, certains conflits. Donc les dialogues, pour nous, c'est quelque chose d'important, mais elle ne devrait pas servir d'opportunité de maintien au pouvoir, ne devrait pas servir d'opportunité de vouloir, par exemple, emmener à des partages inutiles de gâteaux, comme on dit chez nous dans le pays, parce que ça, encore une fois, ça permet de faire entrer des institutions, des personnes qui ont commis des crimes graves, des personnes qui ont volé de l'argent, qui ont détourné, qui ont compromis, si pas l'avenir de notre pays. Alors, on va prendre Pat Patoma. Et on va... En tout cas, Mino Bopomi, je suis tellement ravi par cette proposition qu'il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Il faut que Filimbi en fasse un projet de loi et regarde comment soumettre cela à l'une des sessions de notre Parlement. Il n'existe pas de politique dans les grandes matières en RDC, que ce soit de politique vis-à-vis du nucléaire, politique vis-à-vis, mais qui transcende les partis politiques. Comme en France, on savait avant que la politique étrangère de la France était, par rapport au Proche-Orient, équilibrée entre les Arabes et Israël. Et d'ailleurs, il y avait une tendance beaucoup plus forte pour la politique française de soutenir plutôt la Palestine, les Arabes, que uniquement Israël. Ça, ce sont des grandes lignes qui se définissent pas, sur un mandat,
pas sur un gouvernement, mais ce sont des grandes lignes que presque chaque gouvernement vient et essaye de garder le cap. Ça donne à un pays une certaine ligne comme ça qui traverse les différents mandats des gouvernements. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on puisse avoir comme ça, peut-être chaque année, chaque session comment dirais-je, au niveau des députés, au niveau, comment dirais-je, au-delà même des députés, avec tous les partis d'opposition, créer donc un cadre de consensus, de recherche de consensus sur différents thèmes qui devraient être quelque part le signe de l'acte politique de la République, au-delà du gouvernement qui est en place. Et ça, à mon avis, c'est une manière de le faire parce que quelque part ça n'existe pas, ces grandes lignes-là, ça n'existe pas, ou alors on les a oubliées. Il est vraiment grand temps que l'on se mette à rechercher ces consensus-là sur différents thèmes, sur différentes questions qui sont posées dans notre pays. Parce que, regardez, aujourd'hui, tout le monde est en train de courir vers l'or, pour acheter de l'or. Mais on aurait pu avoir, pour la RDC, l'idée que l'or du Congo, on ne vend pas. On ne vend pas, on le garde, c'est-à-dire que on le produit et le premier acheteur, c'est le gouvernement congolais pour le garder dans les réserves nationales. Mais ça passe au-delà des gouvernements qui sont en place. Ça peut être une politique générale du pays. Nous produisions dans les années 70 2 tonnes d'or par an. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, mais on peut les garder. Il y a des pays qui en produisent beaucoup, mais on peut tout garder pour le pays et ne pas donner ça aux gens du Qatar qui viennent et qui exploitent. En tout cas, le gouvernement congolais devrait être le seul acheteur de l'or congolais, ou alors de l'or extrait de manière artisanale. Tout est acheté par le gouvernement. Voilà des matières qui sont intéressantes, à sortir d'un consensus national. Vraiment, cette idée, il faut la garder jalousement et la proposer d'une manière ou d'une autre aux autorités congolaises. C'est absolument ça. Pour construire ces consensus, il y a des questions qui, effectivement, dépassent le simple conflit politique, le simple divergence politique. Et ça, il faut avoir le courage de le reconnaître. Et surtout, il faut créer le cadre permettant justement d'aborder ces questions-là. Alors, une minute, très rapidement, par rapport à la situation, notamment dans l'est du pays, vous avez entre autres évoqué, je pense, des priorités sécuritaires. On voudrait un peu savoir qu'est-ce que votre mouvement préconise exactement. Et peut-être un petit mot sur la dernière sortie médiatique de l'ancien président Joseph Kabila, quand il parle de risque de soudanisation. Ça a quand même fait beaucoup de bruit sur les réseaux. Quel est votre point de vue par rapport à tout ça? Et on va conclure notre échange. Alors, sur la question sécuritaire, nous pensons que le premier, le seul responsable, c'est d'abord Félix Tshisekedi, dans sa mission de commandant suprême des forces armées. C'est lui le premier, il en est premier responsable. Dans sa mission également du garant de l'intégrité nationale du territoire national. Je pense que rien que pour ces deux raisons, ces 2 points, Tshisekedi porte l'entière responsabilité de ce qui se passe dans l'est de notre pays. Mais plus loin, je dirais que ça, nous l'oublions pas non plus, qu'en 2020 ou 2021, Tshisekedi, c'est lui qui avait fait venir les M23 et qui les avait logés pendant 14 mois à Kinshasa, sans que l'opinion ne sache pourquoi, comment et en quoi consistait justement cette visite-là. Curieusement, on a vu la situation s'est détériorée par la suite et malheureusement, il y a plusieurs vies que nous avons perdues de suite à ces conflits. Mais encore aujourd'hui, je dirais que notre responsabilité que Tshisekedi a, c'est lui de manquer de moderniser notre pays, c'est lui de manquer de moderniser nos services de renseignement et de sécurité,
dont les rôles se résument aujourd'hui à la répression de l'opposition et de toutes les voix dissidentes. Alors la soudanisation... Malheureusement, et parlant de la soudanisation, je pense qu'il faut faire différemment de Mouyaya. Mouyaya essaie de nous imposer l'oubli en disant écoutez, Kabila est fou, il ne sait pas ce qu'il dit. Non, ce mec-là n'est pas fou, il est beaucoup plus dangereux que ça. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Aujourd'hui, si l'objectif c'est de ne pas tuer Tshisekedi comme Kabila le père, l'objectif serait, d'ailleurs aujourd'hui on le voit déjà que c'est en marche, en tout cas de diviser le pays. Aujourd'hui, chose qui arrive déjà, une bonne partie de notre pays n'est plus administrée depuis Kinshasa. Et donc Kabila, en disant ça, il prépare simplement l'opinion à accepter que si nous continuons comme ça, si vous voulez pas que Tshisekedi ne veut pas répondre à nos revendications, eh ben nous allons continuer calmement à occuper Goma, à occuper le nord et le sud Kivu, et on va continuer comme ça jusqu'à ce que la balkanisation de notre pays deviendra vraiment effective dans la mesure où elle pourrait être même reconnue par les Nations Unies. Alors on va prendre... Il faut prendre tout le sérieux possible, avec toute la gravité possible, et continuer de faire pression au gouvernement, à Tshisekedi, parce que c'est lui qui est responsable de cela. Il faut moderniser les FARDC, il faut les doter de moyens, il faut réorganiser nos services de sécurité et de défense pour que ceux-ci soient en mesure justement de combattre partout où la menace se pointe. Alors très rapidement, on va prendre la réaction de Pat et puis on va donner la parole à Mino. En fait, c'est pas la mienne, c'est la réaction d'un auditeur qui dit plutôt que de parler de léthargie vis-à-vis de Filimbi, il faut parler de tétanie, c'est-à-dire que ils sont tétanisés par la violence, par la répression, par les récupérations, dont ils font l'objet par le pouvoir en fait. C'est-à-dire que tout ceci montre que nous sommes peut-être un tout petit peu trop durs vis-à-vis de ces organisations-là. Voilà. Alors Mino, ton mot de la fin, est-ce nous sommes un peu trop durs envers Filimbi et les différents mouvements de la société civile? Et peut-être un mot pour la jeunesse, pour tous nos auditeurs, en français, en lingala, en chiluba, en swahili, en kikongo, comme tu le veux. Je pense que les réactions des gens vis-à-vis de nous démontrent une chose, c'est l'importance que nous jouons dans la vie sociopolitique de notre pays, et ça, nous ne baisserons jamais nous-mêmes nos exigences, nos revendications. Nous comprenons cela. Ça veut simplement dire que Filimbi a joué un très grand rôle et les Congolais attendent de Filimbi de continuer de jouer ces rôles des vecteurs, si pas de canaliseurs de revendications de la jeunesse diasporique ou de la jeunesse qui est encore présente dans le pays. Et ça, nous espérons. Au mot de la fin, en tout cas, en une phrase, vraiment beaucoup plus à cette jeunesse aussi de la diaspora, parce qu'il y a vraiment une volonté. Moi, je l'ai senti depuis Nazawa, que différemment à autres, vous avez Kokanisa, Lelo, on a biso babotami na poto, to balongwemboka très jeune baye na poto, baza réellement na souci ya mboka. Baza vraiment na intérêt pour na makambo etali mboka. Bao baza na ba capacité, bazo ba avion, bazo zonga pour que nous la possibilité nini ya ko mekaper aventure mususu kuna. Bao baza na possibilité même ya partir ya awa, zo sentir que intérêt moko ezali. Na bandeko wana na bilenge wana na ba jeune wana. Je voudrais dire une chose, c'est que avenir ya mboka na biso eko se jouer jamais sans cette partie importante ya jeunesse na biso. La première des choses. La deuxième des choses. On va conclure. Celui dont on a conscience que mboka na avenir na ko se jouer sans biso. C'est le moment Yakobanda ko s'identifier. C'est le moment Yakobanda ko se rassembler. C'est le moment Yakobanda ko porter voix et changement. En tout cas, ndenge tozomonde. Avantage au baza na mweza que baza éducation, baza na instruction ya qualité. En tout cas, pour les camo bande ko ebele au baza niveau mboka parce que toyebi pe état ba université na biso. Baza na Monsieur Mino. Monsieur Mino. Voilà. Monsieur Mino. Et en plus de ça, baza
Monsieur Mino. Pour ça. Nekomino. Kosilisa nyonso lelo te lobi pe mokolo. Matondo mingi, merci beaucoup. En tout cas, ils appellent à l'action, pour s'organiser, vraiment s'organiser, se rencontrer, s'organiser et commencer à agir. Matondo mingi, merci beaucoup. Accent Issa Nande Komino. L'échange était vraiment très intéressant, enrichissant, et j'espère que nos auditeurs ont suivi avec beaucoup d'attention et qu'ils ont beaucoup aimé. Voilà. Et je crois que c'est pas la dernière fois que nous te recevons dans nos studios. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup.